par laser. Donc, au cours de cette thèse, j'ai élaboré un modèle et j'ai effectué des expériences pour le valider. Donc, cette thèse a été effectuée au Coria sous la direction d'Arnaud Bulted et Bruno Chéron et a été financée par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce schéma illustre l'interaction à l'origine de la formation de ce type de plasma. Lorsqu'on focalise un laser sur une surface, la densité de flux d'énergie qui arrive sur la cible est telle que le matériau cible s'échauffe, se liquéfie, s'évapore, et la vapeur éjectée peut interagir avec le laser pour former un plasma. Ces plasmas ont plusieurs applications. On peut par exemple faire des dépôts de fines couches, assister des opérations dans le domaine médical, ou encore, et c'est ce qui nous intéresse, déterminer la composition d'un matériau par l'étude de son rayonnement. C'est ce qu'on appelle la LIPS, Laser Induced Plasma Spectroscopy. Donc, le plan de mon exposé va s'articuler autour de deux grandes parties qui sont la modélisation et les expériences qui ont tenté de valider ce modèle. Cette interaction peut se pratiquer sous différents régimes selon le laser qu'on utilise. Donc, lorsqu'on le laser est nanoseconde, le temps de pulse, le taux, est très supérieur au temps d'interaction électron-phonon dans la cible. Et donc l'échauffement thermique peut être compris de manière classique. Dans ce type de régime, on observe une liquéfaction importante et il y a interaction entre le laser et le plasma. Si le laser est picoseconde, le temps de pulse est à peu près égal au temps d'interaction électron-phonon, et donc le déséquilibre, dans ce cas le déséquilibre thermique dans la cible est faible, et la liquéfaction est faible. Et enfin, si le régime est femtoseconde, si le laser est femtoseconde, le temps de pulse est très inférieur au temps d'interaction électron-phonon. Dans ce cas, l'évaporation ne peut plus comprendre de manière classique, et il est nécessaire de prendre en compte l'interaction entre les photons du laser et les électrons du matériau. Pour le régime femtoseconde, on n'observe aucune liquéfaction et l'émission d'électrons très énergétiques. Ces images issues des travaux de Shishkov et al. Illustrent les cratères pour ces trois régimes. Et au cours de cette thèse, on s'est intéressé au régime nanoseconde. Un des paramètres importants pour caractériser les plasmas induits par laser est l'affluence, donc qui se définit par l'énergie déposée par le laser, le E, sur la surface d'impact. Et quand on suppose l'impulsion gaussienne, l'affluence moyenne peut être calculée comme étant égale à la moitié de l'affluence maximale. Donc selon les types de fluence, plusieurs phénomènes peuvent être observés. Lorsque l'affluence est basse, l'échauffement est très faible et donc il n'y a aucune évaporation. Lorsque l'affluence est modérée, on observe une évaporation faible, et la formation d'ions faiblement chargés. Donc c'est ce qu'on voit sur cette image issue des travaux de Fishburne et al. Et si on travaille aux hautes fluences, la température de surface du matériau peut atteindre la température critique. Dans ce cas, c'est ce qu'on appelle la phase d'explosion, et on observe ici l'éjection de gouttelettes. Lorsqu'on travaille aux hautes fluences, les ions formés sont multichargés. Donc au cours de cette thèse, on s'est intéressé aux fluences modérées, c'est-à-dire que pour l'aluminium, la fluence maximale doit être comprise à peu près entre 1 et 6 joules par centimètre carré. Le gaz environnant peut influencer la formation du plasma de différentes manières. Par exemple, c'est ce qu'on voit sur les images issues des travaux de Cornell et Willis. Selon la pression, on peut observer l'émission d'ondes de choc, la formation d'ondes de choc, et selon les pressions du gaz ambiant, on observe une différence de comportement sur l'aérodynamisme du plasma, comme le montrent ces images issues des travaux de Harila et al. Donc selon la pression, on peut aussi observer le confinement du plasma et donc des zones d'émission variées. Et enfin, le gaz ambiant peut influencer de par sa nature. En effet, lorsqu'on fait des tirs de LIPS sur des cibles d'aluminium sous air, on peut observer l'émission des bandes de ALO. Donc cette chimie d'interaction entre le plasma en formation et le gaz environnant est réduite si on travaille sous des gaz rares. Donc les images issues des travaux de Harila sont intéressantes puisqu'ils nous montrent aussi que le plasma continue d'émettre jusqu'à plusieurs centaines de nanosecondes après la fin du pulse, ce qui témoigne d'un déséquilibre profond du plasma. Donc ce déséquilibre est caractérisé par le fait que le temps d'interaction laser-surface est très inférieur au temps hydrodynamique, comme nous venons de le voir, et également les temps de relaxation, le temps d'interaction est inférieur au temps de relaxation par collision dans le plasma. Donc ce déséquilibre est caractérisé par s'explique par deux déséquilibres. Un déséquilibre thermique, c'est-à-dire que la température des électrons est différente de la température des lourds,
Mais le déséquilibre est également chimique, c'est-à-dire que la température d'excitation est différente de la température d'ionisation. C'est ce qu'on voit sur les travaux sur ce graphique issu des travaux de Barthélemy et al., où on voit que la température d'ionisation en haut est différente de la température d'excitation, et ce, quelques microsecondes après la fin du pulse. Je vous ai parlé en début de cette présentation de Lipps, donc pour caractériser, pour déterminer la composition d'un matériau. La détermination de la composition de ce matériau ne peut se faire qu'à l'équilibre thermodynamique local. C'est-à-dire qu'en un point, on a l'équilibre thermique et chimique qui est vérifié. Donc pour déterminer la composition d'un matériau, ça peut se faire à l'aide des graphiques de Boltzmann, et c'est sur ce principe d'équilibre thermodynamique local qu'est basée la méthode calibration. Donc nous avons vu que notre plasma était en déséquilibre et que la détermination des concentrations pouvait se faire qu'à l'équilibre. Donc pour connaître l'état thermodynamique de notre plasma à un instant donné, il faut connaître son état initial et son histoire. Et donc pour caractériser cet état thermodynamique, le seul moyen est d'élaborer un modèle collisionnel radiatif. C'est ce que nous avons fait au cours de cette thèse. Donc nous avons élaboré un modèle collisionnel radiatif sur l'aluminium en supposant, pour modéliser la phase de création et de recombinaison. Notre modèle est 0D et nous avons pris en compte les déséquilibres thermiques et chimiques. Donc notre modèle se décline de deux manières. Le modèle A, le modèle découplé, où on considère l'interaction laser-cible réduite à une interaction laser-surface. Et dans ce cas, nous supposons que l'évolution de la température de surface évolue comme une gaussienne. Le deuxième cas, le modèle couplé B, prend cette fois en compte l'interaction laser-cible et donc nous déduisons la valeur de la température de surface directement à partir de l'interaction laser-surface. Donc le plan, le voici. Nous pouvons donc passer au descriptif de notre modèle. Donc nous considérons un laser nanoseconde dont la densité de flux d'énergie est caractérisée par cette équation, qui dépend de la densité de flux d'énergie maximale caractérisée par les caractéristiques de notre laser. Donc avec une énergie de pulse de 65 millijoules, un diamètre de focalisation d'1 mm, une durée d'impulsion de 4 nanosecondes et une longueur d'onde de 532. Dans ces conditions, l'affluence maximale est de 8 joules par centimètre carré et la densité de flux laser maximale est de 13 watts par mètre carré. Puisque nous avons élaboré un modèle collisionnel radiatif sur l'aluminium, nous nous sommes basés sur le diagramme énergétique de l'aluminium tiré du NIST pour l'atome d'aluminium et ses 3 premiers ions. Et nous avons effectué des regroupements pour alléger le calcul. Donc dans notre modèle, chaque niveau est caractérisé par son numéro, son énergie, calculée à partir de l'énergie de la moyenne arithmétique des niveaux réels, son poids statistique et ses nombres quantiques L et J. Et donc sur la droite, je vous ai représenté le diagramme énergétique du fait de nos regroupements. Donc on voit les différents ions et les différentes espèces, et pour chaque espèce, les différentes configurations de cœur. Cette équation, donc l'équation de bilan de l'énergie est à la base de l'élaboration de notre modèle, et donc elle s'écrit sous cette forme lorsqu'on suppose que la translation des deux types d'espèces est à l'équilibre de Maxwell-Boltzmann. Donc puisque nous avons supposé un modèle 0D, la diffusion est nulle et le flux est réduit au flux d'énergie venant de la surface sur l'épaisseur instantanée du plasma. Donc pour nos deux types d'espèces, cette équation peut se réécrire de cette manière et nous calculons les variations des températures, donc température électronique et la température des lourds, en bas de cette manière. Et donc pour simplifier, nous avons écrit ces équations sous ces formes dans notre modèle. On retrouve que dans chaque équation, on retrouve un terme de production qui résulte de l'influence des différents processus collisionnels radiatifs sur les variations des températures, un terme de flux qui résulte du flux d'énergie provenant de la surface, un terme de stockage d'énergie de translation et uniquement pour les lourds, un terme d'énergie de stockage d'excitation et d'ionisation. En ce qui concerne ces deux termes de stockage d'énergie, donc dans notre modèle, nous avons écrit les vitesses de chauffage dues au terme de stockage d'énergie de translation sous ces deux formes, donc pour les électrons et pour les lourds, et donc uniquement pour les ions, le terme de variation de la température des lourds due au stockage d'énergie d'excitation et d'ionisation.
En ce qui concerne l'évaporation, nous écrivons la densité de flux d'énergie due à la loi de Hertz-Knudsen, qui dépend de la pression de vapeur saturante que nous avons fait suivre, qui est décrite par une loi proposée par Alcock et al., et de la température de surface qui, dans notre modèle A, est caractérisée par une gaussienne qui obéit donc à cette équation. De plus, connaissant l'épaisseur instantanée de notre plasma qui grandit à la vitesse d'agitation thermique des lourds, on peut en déduire les deux vitesses de chauffage dues à l'évaporation. On peut donc maintenant décrire les termes de processus collisionnels radiatifs. Donc on a pris en compte 5 processus collisionnels radiatifs. Le premier est l'ionisation multiphotonique, donc qui correspond à l'interaction entre un lourd et plusieurs photons et conduit à l'ionisation de ce lourd. Dans notre modèle, nous utilisons la section efficace proposée par Musing, qui s'écrit sous cette forme et qui dépend de K, le nombre de photons, et sigma 1, la section efficace d'ionisation à 1 photon. Et dans notre cas, dans notre modèle, nous avons considéré la section efficace proposée par Grey-Morgan. Donc à partir de cette section efficace, on peut calculer le taux direct de la réaction, donc le KB, et connaissant ce taux direct et à partir de la loi d'équilibre de Sahar, on en déduit le taux inverse. Donc à partir de ces deux taux, on peut écrire les deux termes de variation des températures TA et TE. Le deuxième processus que nous avons considéré est le Bremsstrahlung, qui se décline sous deux formes. La première, le Bremsstrahlung inverse, correspond à l'absorption d'un photon par un électron lorsqu'il est placé dans le champ d'un lourd, ce qui conduit à l'augmentation de l'énergie cinétique de cet électron. Et dans notre modèle, nous écrivons la vitesse de chauffage due au Bremsstrahlung inverse donc sous cette forme, qui dépend de la section efficace de Bremsstrahlung inverse, calculée à partir des travaux de Fabre, Zeldovich et Rezer. Et le terme exponentiel correspond au processus inverse que nous avons considéré, qui n'est autre que l'émission stimulée. La deuxième déclinaison du Bremsstrahlung que nous avons considéré est le Bremsstrahlung thermique, qui correspond à l'émission d'un photon par un électron lorsqu'il est placé dans le champ d'un lourd, et donc la diminution de l'énergie cinétique de cet électron. Et dans notre modèle, nous calculons la vitesse de chauffage due au Bremsstrahlung thermique sous cette forme, donc, qui est proche de celle proposée par Wilbers et al., qui dépend d'un terme qui caractérise l'interaction lorsque l'électron est placé dans le champ d'un atome et lorsqu'il est placé dans le champ d'un ion pour ce deuxième terme. Le troisième processus que nous avons considéré sont les collisions élastiques, qui se déclinent également sous deux formes. Donc la première, l'excitation par impact électronique, régie par cette équation. Et nous avons calculé les vitesses de chauffage en intégrant les sections efficaces qui apparaissent ici sur la fonction de distribution de l'énergie des électrons. Et dans notre modèle, nous séparons les différentes contributions selon le type de transition. Donc si la transition est optiquement autorisée, nous utilisons cette section efficace, et ces deux sections efficaces lorsqu'elle est interdite pour cause de parité ou pour cause de spin. Dans un deuxième temps, nous avons pris en compte l'ionisation par impact électronique, caractérisée par cette équation, et de la même manière, nous calculons la vitesse de chauffage à partir de la section efficace d'ionisation, toujours proposée par Darwin. Le quatrième processus que nous avons pris en compte est l'émission spontanée. Donc, compte tenu de nos regroupements, nous avons calculé la probabilité d'émission spontanée équivalente, qui s'écrit sous cette forme, et compte tenu des niveaux de densité électronique que nous avons dans notre plasma, nous pouvons calculer le coefficient d'absorption dû à l'effet Stark. Et donc, à partir de ces deux données, nous pouvons calculer le facteur d'échappement de notre plasma que nous avons interpolé par cette forme pour plus de simplicité. Donc, qui dépend du coefficient d'absorption et de Z, l'épaisseur du plasma. Et enfin, le cinquième processus que nous avons considéré sont les collisions élastiques. Et dans notre modèle, nous calculons la fréquence de collision élastique à partir de cette forme, qui dépend d'un terme lorsque la collision élastique est faite entre un électron et un atome. Et nous utilisons la section efficace moyenne calculée à partir des travaux de Jablonski et al. Et Erliabik et al. Et cette fréquence de collision élastique dépend aussi du terme pour les collisions élastiques électron-ion. Donc après avoir vu tous ces processus considérés dans notre modèle, nous pouvons dire que notre modèle prend en compte deux types d'espèces. Pour l'aluminium réparti en 107 niveaux,
Et avec les 5 processus fondamentaux que nous venons de voir, cela revient à un ensemble de 111 équations. Ces équations sont des équations différentielles ordinaires non linéaires couplées du premier ordre que nous avons résolues à l'aide du solver Devon, qui a été élaboré par Braun et al. Donc cet ensemble correspond à environ 10 000 réactions, et ce solver est très stable puisqu'il permet de gérer des ordres de grandeur à la fois temporels et de densité relativement larges. Après avoir vu les aspects de l'élaboration du modèle, nous pouvons passer au résultat du modèle découplé. Donc, dans un premier temps, on va étudier l'influence de la température de surface maximale, lorsqu'elle va être égale à 2900 Kelvin, c'est ce qu'on a appelé notre K-test, et lorsqu'elle va atteindre la température critique à son maximum que nous avons estimé. Donc, je vous trace ici l'évolution des températures du plasma lorsque l'on effectue le calcul avec une température de surface maximale de 2900 Kelvin. En rouge, on a la température des électrons, en noir, la température des lourds, et en bleu, donc la forme gaussienne de la température de surface avec son maximum à 2900 Kelvin. Donc, on constate qu'au temps court, ce sont les électrons qui sont fortement chauffés pour atteindre 7500 Kelvin à une nanoseconde. Durant l'impulsion, ce sont les lourds qui sont chauffés de par l'évaporation et atteignent 3500 Kelvin. Et enfin, sur le long terme, les deux températures tendent à se rejoindre autour de 8 microsecondes. Donc si maintenant on regarde l'évolution des températures lorsque le calcul est fait en supposant que la température de surface maximale atteint la température critique que nous avons estimée, donc égale à 6700 Kelvin, on constate qu'au temps court, c'est toujours la température des électrons qui augmente pour atteindre 5000 Kelvin. Durant l'impulsion, les lourds sont fortement chauffés et atteignent 8000 Kelvin au maximum. Et enfin, durant la phase de relaxation, les deux températures tendent à s'équilibrer autour de 100 nanosecondes, donc à des temps beaucoup plus courts que dans le premier cas. Donc on peut étudier l'influence de chaque processus sur ces évolutions de température. Donc c'est ce qu'on fait à partir de ce graphique. Donc en haut, l'influence de chaque processus sur la température des lourds, et en bas, l'influence de chaque processus sur la température des électrons, dans le cas où la température de surface vaut 2900 Kelvin au maximum. Donc ces graphiques permettent de quantifier l'influence de chaque processus. Donc les valeurs positives correspondent à une augmentation de la température, et les valeurs négatives à une diminution de la température. Donc on constate que pour les lourds, la compétition entre les termes de stockage, les courbes violettes et bleues, donc les termes de stockage U1 et U2, la compétition entre ces deux termes et l'évaporation, la courbe orange, font que la température des lourds n'augmente que très faiblement. Au contraire, pour les électrons, on constate que l'évaporation et l'ionisation multiphotonique contribuent au chauffage des électrons. Durant la phase de recombinaison, c'est l'évaporation qui pilote l'augmentation de la température des lourds, et les électrons varient selon l'influence de tous les processus considérés. Et enfin, durant la phase de relaxation, ce sont les collisions élastiques, donc la courbe bleue, et les processus inverses des collisions par impact électronique, les courbes rouges et vertes, qui pilotent la relaxation. Si maintenant on regarde le même résultat lorsque la température de surface maximale atteint 6700 Kelvin au maximum, on constate qu'au temps court, les évolutions sont semblables au cas précédent. Durant l'impulsion, les lourds sont chauffés toujours par l'évaporation, et pour les électrons, on constate que la température évolue du fait de l'ionisation multiphotonique, de l'évaporation et du Bremsstrahlung inverse. Et durant la phase de relaxation, c'est toujours les collisions élastiques qui pilotent la thermalisation. Donc après avoir étudié l'évolution de ces températures des plasmas dans nos deux conditions, on peut également étudier l'évolution des densités. Donc je vous présente ici l'évolution des densités en fonction du temps lorsque le calcul est effectué avec une température de surface maximale atteignant 2900 Kelvin. Donc on constate qu'au temps court, seules les espèces évaporées sont présentes en phase gazeuse. Donc ce sont ici les deux niveaux fondamentaux de l'atome, et ici le niveau fondamental de l'ion L+, et les électrons. Donc ces évolutions sont très faibles. Durant l'impulsion, on constate que toutes les densités augmentent, et notamment la densité des lourds qui atteint 10-23 par mètre cube, et la densité des électrons atteint 10-20 par mètre cube. Et enfin, durant la phase de relaxation,
les densités et n'évoluent que très peu. Si maintenant on étudie le même résultat, le même graphique, lorsque la température de surface maximale atteint 6700 Kelvin au maximum, donc on constate toujours qu'au temps court, seules les espèces évaporées sont présentes en phase gazeuse. Durant l'impulsion, les densités augmentent très fortement pour atteindre 10,26 et 10,24 par mètre cube pour les lourds et les électrons respectivement. Et enfin, durant la phase de relaxation, les densités évoluent toujours très peu. Donc, je vous ai parlé en début de présentation du graphique de Boltzmann permettant de déterminer la concentration des espèces. Donc, je vous ai tracé ici le graphique de Boltzmann pour l'atome d'aluminium sur ces deux configurations de cœur à différents instants et lorsque le calcul est effectué avec une température de surface maximale qui atteint 2900 Kelvin. Donc ce graphique de Boltzmann permet de calculer la température d'excitation à partir de la droite des moindres carrés. Donc si les points sont éloignés de la droite des moindres carrés, on peut considérer qu'on est en déséquilibre. S'ils sont tous alignés sur cette droite, on peut considérer qu'on est à l'équilibre. Donc quoi qu'il en soit, on peut toujours tracer la droite des moindres carrés à l'aide de notre distribution de points et donc en déduire une température d'excitation qui a plus ou moins de sens physique. Donc si on trace cette température d'excitation pour la première configuration de cœur de l'aluminium à 10-10 secondes, on observe que les points sont relativement bien alignés sur la droite et que la température d'excitation qui en découle est à peu près égale à 1000 Kelvin. Si on trace la droite des moindres carrés durant l'impulsion, c'est-à-dire à 3 nanosecondes, on constate que les températures d'excitation sont différentes pour la première configuration de cœur et la deuxième configuration de cœur et conduisent à des températures d'excitation différentes également. De plus, on constate que les points sont relativement éloignés de la droite des moindres carrés, ce qui témoigne du déséquilibre à cet instant. Et enfin, si on calcule la température d'excitation à 1 microseconde, on constate que tous les points, quelle que soit la configuration de cœur, sont alignés selon la droite. On peut donc dire qu'on est à l'équilibre et que cette température d'excitation, la température d'équilibre d'excitation, est de 3600 Kelvin pour l'aluminium, l'atome d'aluminium. Ce graphique est également intéressant puisqu'il nous montre que bien qu'à 10-10 secondes, on pensait être à l'équilibre du fait de la répartition des points sur la droite, on constate que le fondamental est très éloigné de la courbe pointillée, qui témoigne du déséquilibre pour ce niveau. Et donc, déterminer la concentration du matériau à partir du graphique de Boltzmann lorsqu'on est en déséquilibre revient à sous-estimer plus ou moins fortement la densité du niveau fondamental et donc introduit un biais important sur la composition du matériau. Donc après avoir étudié le graphique de Boltzmann et donc déterminé les températures d'excitation à des instants discrets, on peut calculer cette température d'excitation à chaque instant. Donc c'est ce qu'on fait ici. Je vous ai représenté ici l'évolution temporelle des températures d'excitation pour les 5 configurations de cœur que nous avons pris en compte dans notre modèle. Donc ce résultat est effectué lorsque la température de surface maximale de notre cible atteint environ 3000 Kelvin. Donc on constate qu'au temps court, les courbes sont très brouillées, ce qui signifie que nos températures d'excitation n'ont aucune signification physique en dessous d'une nanoseconde. Durant l'impulsion et la phase de relaxation, les températures d'excitation évoluent et on constate ici, donc autour de 1 microseconde, que l'excitation, on atteint l'équilibre d'excitation uniquement pour l'atome d'aluminium. C'est ce que nous avions vu sur le graphique de Boltzmann précédemment. Par contre, pour les autres configurations de cœur, donc des ions AL+ et AL+, on constate que les températures d'excitation sont différentes de la température électronique et la température des lourds. On ne peut donc pas statuer sur un équilibre d'excitation ou un équilibre thermodynamique de notre plasma. Donc si maintenant on étudie l'évolution de ces températures d'excitation lorsque la température de surface maximale de notre cible atteint 6700 Kelvin au maximum, on constate toujours que pour des temps inférieurs à la nanoseconde, les températures d'excitation n'ont aucune signification physique, ce qui s'explique par ces différentes fluctuations. Cependant, dans ce cas, on remarque que l'équilibre d'excitation est atteint dès 10 microsecondes, c'est-à-dire que toutes nos températures d'excitation sont égales à la température électronique à cet instant. De plus,
la thermalisation se faisant à 100 nanosecondes, on constate que l'équilibre thermodynamique est vérifié dès 100 nanosecondes dans ces conditions. Voilà, donc pour faire un petit bilan sur l'évolution de la température surface décrite par nos modèles, donc je vous ai tracé ici, je vous ai représenté ici sous forme de tableau les résultats principaux, donc dans les deux cas de température surface maximale. On constate le résultat le plus important est que l'ionisation multiphotonique est un des processus fondamentaux contribuant au chauffage des électrons. Et dans le cas où la température surface maximale atteint la température critique, on constate que les électrons sont également chauffés par Bragg-Strahlung inverse et par l'évaporation. De plus, nous pouvons dire que les niveaux de densité électronique atteints lorsqu'on atteint la température critique sont à peu près égales à 10,24 par mètre cube et que l'équilibre thermodynamique local est vérifié dès 100 nanosecondes dans le cas où on atteint la température critique au maximum. Donc après avoir étudié l'influence des températures de surface sur le comportement de plasma, on peut étudier l'influence de la longueur d'onde. Donc c'est ce que je vous trace ici. Je vous trace l'évolution des températures du plasma pour 3 longueurs d'onde, donc 355 nanomètres, 532 le cas qu'on a déjà vu, et 1064. Toujours dans les conditions de notre cas-test, entre guillemets, c'est-à-dire lorsque la température surface maximale atteint 2900 Kelvin. Donc on constate que lorsque la longueur d'onde du laser est 355 nanomètres, la température des électrons est fortement, les électrons sont fortement chauffés très rapidement et la thermalisation s'opère assez rapidement puisque à 5 microsecondes, les deux températures sont égales à 5700 Kelvin. À l'inverse, lorsque le calcul est effectué avec une longueur d'onde de 1064 nanomètres, les évolutions sont nettement moins importantes. La thermalisation se produit plus tard, à 1 microseconde, et atteint 3600 Kelvin au maximum. Donc si on étudie l'influence de chaque processus sur l'évolution de la température des électrons dans les deux cas, pour les deux graphiques, mais lorsque la longueur d'onde vaut 355 nanomètres dans le graphique du haut et 1064 nanomètres dans le graphique du bas, on constate que dans le premier cas, la température des électrons était fortement augmentée et cette augmentation est due à l'ionisation multiphotonique. Et dans le deuxième cas, lorsque la longueur d'onde du laser vaut 1064 nanomètres, le chauffage des électrons est dû à l'évaporation et au Bragg-Strahlung inverse durant l'impulsion. L'ionisation multiphotonique étant la courbe en noir et cette fois négligeable. On peut également étudier l'évolution des densités pour les trois cas qui nous intéressent de longueur d'onde. Et on constate, donc les courbes du haut vont nous intéresser, on constate que plus la longueur d'onde du laser est faible, plus le degré d'ionisation est élevé. En effet, lorsque la longueur d'onde est 355 nanomètres, on a un degré d'ionisation à peu près de 10-2. Donc pour conclure sur ce modèle A, donc dans les conditions que nous avons étudiées ici, on peut dire que l'ionisation multiphotonique a une forte influence sur le comportement du plasma. Par contre, le Bragg-Strahlung inverse a une influence plus modérée, ou du moins dépend des conditions. D'autre part, nous avons montré que les niveaux de densité électronique étaient à peu près égaux à 10,24 par mètre cube lorsqu'on atteignait la température critique au maximum dans la cible, que l'équilibre thermodynamique dépendait des conditions et donc n'était pas systématiquement vérifié. Et de plus, on a montré l'influence de l'ionisation multiphotonique sur le degré d'ionisation, on a montré l'influence de la longueur d'onde du laser sur l'impact de l'ionisation multiphotonique et sur le degré d'ionisation du plasma. Pour des conditions que je n'ai pas présentées ici, mais qui sont présentes dans le manuscrit, on a montré que l'ionisation multiphotonique était négligeable lorsqu'on diminuait la section efficace de photoionisation. Par exemple, si on prenait la valeur proposée par gamma létale, l'ionisation multiphotonique est négligeable. Et d'autre part, on a montré que les collisions par impact électronique, donc excitation EE, excitation par impact électronique et EI, ionisation par impact électronique, avaient un rôle important sur la phase de recombinaison. Donc ce modèle A a des inconvénients, puisqu'il utilise des données hydrogénoïdes pour caractériser les sections efficaces, et le couplage avec la surface est fait de manière arbitraire, puisqu'il suit l'évolution gaussienne qui est écrite ici. Donc, pour pallier à ce
second inconvénient, donc le couplage avec la surface arbitraire, nous avons développé le modèle B. Donc le modèle B prend en compte l'interaction laser-cible. Donc on résout l'équation de conservation de l'enthalpie volumique dans la cible à partir de cette équation, tout en supposant toute condition à la limite et la continuité du vecteur densité flux, donc avec le flux laser, alpha l'absorptivité et donc l'évolution de l'enthalpie volumique dans la cible. Puisque notre température de surface varie de la température ambiante jusqu'à la température critique que nous avons estimée, nous avons cherché dans la littérature les données thermophysiques de l'aluminium pour toute cette gamme de températures. Et enfin, Huttner nous a permis de caractériser l'absorptivité moyenne de notre échantillon, et donc nous pouvons dire que l'absorptivité de l'aluminium doit être supérieure ou égale à 0,08 lorsque la température est supérieure ou égale à la température ambiante. Donc dans la suite, nous avons cherché à calculer l'absorptivité que devrait avoir notre cible pour que les conditions du modèle A soient vérifiées, c'est-à-dire une température de surface maximale de 2900 Kelvin pour vérifier notre K-test, et une température de surface atteignant la température critique au maximum pour vérifier la seconde condition que nous avons vue précédemment. Donc c'est ce que nous faisons ici. Je vous trace ici les profils de température dans la cible à différents instants pour les deux valeurs d'absorptivité que nous avons donc déduites de cette étude. Donc en x égale 0 est représentée la surface de la cible, le flux laser arrive par la droite sur ce schéma, et donc par exemple on voit qu'à 3 nanosecondes les profils dans la cible sont ceux-ci. Donc en trait plein lorsque l'absorptivité est de 0,076 et en trait pointillé lorsqu'elle est de 0,033, donc pour des valeurs inférieures à l'absorptivité donnée par Huttner. On constate qu'à 5,5 nanosecondes, la température de surface est atteint 2900 Kelvin lorsque l'absorptivité vaut 0,045 et la température critique lorsqu'elle vaut 0,076. Et enfin, à 10 nanosecondes, les profils de température dans la cible ont ces formes. Donc on constate que pour valider nos conditions de notre modèle A, l'absorptivité de la cible doit être inférieure à l'absorptivité proposée par Huttner. Ce qui signifie que les conditions de notre modèle sont la température de surface calculée dans notre modèle dépasse très certainement la température critique. On serait donc en haute fluence et on serait caractérisé par une phase d'explosion. Ce que nous avons tenté d'éviter. Donc je vous trace ici l'évolution temporelle de la température de surface, donc pour les deux absorptivités, donc toujours les traits pleins 0,076 et 0,045 en trait pointillé. Donc la température de surface atteint 6700 Kelvin ou 2900 Kelvin. Et donc dans un premier temps, nous avons interpolé ces valeurs, ces évolutions par une fonction gaussienne qui est décrite par cette équation, pour l'injecter dans notre modèle A, pour avoir une première idée de ce que pourrait donner l'interaction laser-surface. Donc ces interpolations sont relativement bonnes puisqu'elles interpolent bien le profil réel jusqu'aux 2/3 de l'impulsion, et donc nous ont permis d'injecter cette évolution de température de surface dans notre modèle A pour en déduire le comportement du plasma à partir d'une évolution plus réelle de la température de surface. Malheureusement, le modèle B, donc avec l'interaction laser-surface complète, n'aboutit pas pour des raisons numériques. Et donc, pour pallier à ce problème et avoir quand même une estimation plus précise du comportement du plasma, nous avons utilisé cette évolution de la température de surface et donc nous l'avons injectée dans le modèle A. Donc nous avons vu précédemment quelques résultats donnés par le modèle A, et donc pour valider les niveaux de densité et de température électronique proposés par le modèle, nous avons effectué quelques expériences. Donc d'abord nous avons étudié le spectre d'émission du plasma à différents instants. Donc je vous présente ici notre dispositif expérimental, donc un laser de pompe à 532 nanomètres qui va attaquer une cible d'aluminium placée dans une chambre basse pression par le haut, et cette cible tourne sur elle-même pour éviter que l'impact se fasse toujours au même endroit. Le rayonnement, nous négligeons tous les autres types d'élargissement, et donc nous calculons les propriétés électroniques à partir de cette équation,
et des données de haleine. À partir de ces données, nous pouvons estimer les propriétés du gaz électronique entre 55 et 65 nanosecondes. Et donc nous pouvons dire que la densité électronique, à partir de l'étude de ces traits, est comprise entre 0,5 10-25 et 1 10-25 par mètre cube. Malheureusement, ces traits n'ayant qu'un très faible, voire nul décalage, il ne nous a pas été permis de déterminer la température électronique à partir de l'étude de ces traits. Donc ces traits nous a permis de donner qu'une estimation de la densité électronique. Donc pour avoir une autre estimation, nous étudions le groupe de Ray à 700 nanomètres. Donc à partir de la luminance du corps noir et en supposant un déséquilibre de population, donc qui s'écrit comme ça, la luminance de corps noir, et à partir du paramètre de déséquilibre que nous avons introduit, nous pouvons calculer la luminance globale de notre groupe de Ray. Donc cette luminance dépend de la luminance du fond continu et de la luminance de nos 8 rays superposés. X étant l'épaisseur du plasma que nous avons supposé à peu près égale au diamètre du cratère, qu'on a mesuré à l'aide d'un binoculaire. Donc, en supposant une densité électronique proche de notre estimation précédente, donc 10-25 par mètre cube, une température électronique de 15 000 K, une épaisseur du plasma de 300 microns, des facteurs de surpopulation qui ont ces valeurs et une luminance du fond continu de 1, 7, 10, 13, on obtient le spectre théorique suivant. Donc le spectre théorique est la courbe noire, et on le compare au spectre expérimental, donc la courbe violette, à 55 nanosecondes. Toutes les autres courbes correspondent à la proportion de chaque ray, à l'émission de chaque ray. Et on constate donc, que notre spectre théorique est proche du spectre expérimental. Et nous pouvons dire que les valeurs que nous estimons par la densité et la température électronique sont bonnes, puisque la hauteur, la luminance maximum est très sensible à la température électronique, puisque notre niveau est semblable au niveau réel. On peut dire que la température électronique doit être proche des conditions réelles. De plus, l'élargissement semble lui aussi bon, et donc la densité électronique à cet instant a toute chance d'être proche de 10-25 par mètre cube. Donc, pour valider les différentes études des rays d'émission, nous avons étudié dans un second temps le fond continu, en supposant que ce fond continu est dû au Bremsstrahlung thermique et à la recombinaison radiative. Donc les puissances rayonnées dues à ces deux processus s'écrivent sous ces deux formes à partir des travaux de Tucker, Edwood et Brusser-Ekdal. Et donc ces deux contributions s'écrivent exactement de la même manière, à la différence de ce facteur. À partir de ces deux puissances rayonnées, nous pouvons calculer le coefficient d'émission par unité de longueur sous cette forme pour les deux contributions, et donc en déduire la luminance globale due au fond continu. Donc on retrouve bien nos deux coefficients d'émission dus à nos deux contributions, X étant toujours l'épaisseur du plasma. En supposant une température électronique de 16 000 Kelvin, en supposant que l'ion majoritaire est à L+, et que notre épaisseur est toujours égale à 300 microns, on trouve le spectre théorique du fond continu sous cette forme, pour la gamme visible. Donc pour différentes valeurs de la densité électronique, donc en rouge à 1,1025, en noir à 1,3,1025 et en vert à 1,5,1025. Donc en comparant ce fond continu au résultat expérimental à 35 secondes, on constate que la corrélation est relativement bonne dans cette zone, c'est-à-dire une zone éloignée de tout trait. Ce qui veut dire qu'à cet instant, la densité est sûrement proche de 1,5,1025 et la température électronique est proche de 16 000 Kelvin. Donc pour valider ces différentes estimations à partir du spectre expérimental, nous avons mis en place un banc de diffusion Thomson. Donc voici la photographie de ce dispositif. Donc le laser de pompe ici attaque la cible placée dans l'enceinte par le haut, et le laser de sonde à 350 nm vient sonder le plasma tout en tangentant la cible. Donc nous avons choisi un laser à 355 nanomètres pour nous affranchir d'une éventuelle confusion entre le laser de pompe à 532 et le laser de sonde à 355. Donc malheureusement, à l'heure actuelle, nous n'avons plus observé de spectre de diffusion Thomson, mais nous avons quand même préparé le calcul dans l'espoir de voir
le spectre expérimental. Donc à partir de la section efficace différentielle qui s'écrit sous cette forme, on peut calculer la puissance du rayonnement diffusé qui dépend de phi s, la densité de flux d'énergie du laser du son, NE la densité électronique, la section efficace différentielle que nous venons de voir, et dt est une fonction qui rend compte des propriétés de la diffusion Thomson et qui a été proposée par Salpeter. Donc à partir de ces données, nous pouvons calculer la luminance de la diffusion dans la direction d'observation, donc à partir de la puissance du rayonnement diffusé, et delta est la largeur du plasma éclairée par c'est la largeur du plasma éclairée par le laser de sonde. Donc c'est l'interaction entre le plasma et notre laser de sonde. Donc en supposant que notre température électronique est de 15 000 Kelvin, l'épaisseur, la largeur traversée est de 300 microns, l'épaisseur du plasma de 300 microns, et que la densité de flux d'énergie du laser de sonde est égale à celle du laser de pompe, donc 2,10-13 watts par mètre carré, on obtient les profils suivants pour différentes densités électroniques. Et on constate donc que c'est les spectres de diffusion Thomson théorique. On constate qu'à une densité électronique de 10-22 par mètre cube, la luminance maximale est de 10-12 USI. Et lorsque la densité électronique vaut 10-26 par mètre cube, la luminance est proche de 10-16 USI. Ces luminances étant comparables à celles du fond continu que nous avons observé lorsque nous avons étudié le spectre d'émission du plasma, on peut donc dire qu'il n'y a aucune raison de ne pas voir la diffusion Thomson puisque les niveaux de luminance sont comparables. Et donc, par la suite, nous pourrons observer expérimentalement la diffusion Thomson. Donc, pour conclure sur ces estimations dues à l'expérience, les raies nous ont permis d'estimer la densité et la température électronique aux instants entre 25 et 65 nanosecondes. Le fond continu nous a permis de donner notre estimation entre 15 et 45 nanosecondes, ce qui nous permet de dire que les propriétés du gaz d'électrons entre 15 et 65 nanosecondes sont à peu près ceci, donc une densité électronique comprise entre 0,5 et 3,1025 par mètre cube, et une température électronique comprise entre 10 000 et 16 000 K. Et enfin, nous avons mis en place un spectre de diffusion Thomson, dans l'espoir de pouvoir comparer le spectre que nous avons calculé avec des valeurs issues de l'expérience. Donc en conclusion de cette présentation, nous pouvons dire qu'en modélisation, nous avons établi un modèle collisionnel radiatif qui prend en compte le déséquilibre thermique et chimique. Ce modèle prend en compte 5 espèces et 107 niveaux pour l'aluminium et 7 processus fondamentaux, donc 5 avec les 2 déclinaisons que nous avons vues. Et ce modèle a été élaboré en supposant des fluences modérées, en s'affranchissant de la phase d'explosion, et donc la densité de flux d'énergie provenant de la surface est pilotée par la pression de vapeur saturante. Donc les résultats de modélisation nous ont permis d'étudier spécifiquement la phase de création, nous ont permis de montrer que l'ionisation multiphotonique avait une forte influence sur l'évolution du plasma, que l'équilibre d'excitation n'était pas systématiquement vérifié, il était donc nécessaire de prendre soin d'étudier le graphe de Boltzmann de près pour chaque condition, et nous avons mis en évidence que l'ion majoritaire était à L+. Donc les propriétés du gaz d'électron que nous avons mis en évidence par le modèle sont que la densité électronique est proche de 10-24 par mètre cube et que la température électronique est proche de 7000 Kelvin. Concernant l'expérience, donc, nous avons étudié les raies de L+, et L2+, sur la gamme visible. Nous avons analysé le fond continu et nous avons mis en place un banc de diffusion Thomson. Donc ces expériences nous ont permis d'estimer les propriétés électroniques à différents instants, nous ont permis de mettre en évidence que le fond continu était principalement dû à la recombinaison radiative et de manière plus modérée au Bremsstrahlung thermique. De plus, nous avons mis en évidence que l'ion majoritaire était L+, et on a mis en évidence que les niveaux de luminance dus à la diffusion Thomson étaient comparables à ceux du Bremsstrahlung, à ceux du fond continu. Donc les propriétés du gaz électronique obtenues par l'expérience sont que la densité électronique est à peu près égale à 10-25 par mètre cube et que la température électronique est proche de 15 000 Kelvin. On constate un ordre de grandeur d'écart pour la densité et un rapport 2 pour la température. Donc bien sûr, tous ces résultats méritent discussion. D'autre part, nous avons mis en évidence que la température de notre surface dépassait très probablement la température critique. Il faudra donc
élaborer le modèle d'une autre manière pour s'affranchir de cet aspect. Et donc, bien sûr, multiplier les expériences pour avoir une estimation plus précise. Donc, en perspective, c'est ce que nous pouvons dire. Pour ce qui concerne la modélisation, nous pourrons prendre en compte l'autonomisation, qui est un phénomène très certainement important pour l'aluminium. Nous pourrons prendre en compte la recombinaison additive, puisque nous l'avons pris en compte de manière expérimentale. Il nous faudra nous affranchir autant que possible des hypothèses hydrogénoïdes et nous pourrons décrire l'aérodynamisme du plasma en nous affranchissant de l'aspect 0D. Et enfin, nous pourrons prendre en compte l'évaporation supercritique, donc avec des fluences plus élevées. Cependant, la perspective à plus court terme reste l'aboutissement du modèle B, c'est donc l'aboutissement de l'hypothèse interaction laser-surface. En ce qui concerne les expériences, donc, il nous faudra réaliser des expériences à fluence réduite, puisque nous avons certainement mis en évidence que la fluence utilisée dans notre plasma conduisait à la phase d'explosion, ce qui conduit à des propriétés électroniques plus élevées que nous l'espérions. D'autre part, nous pourrons étudier la gamme visible et analyser des raies dont les paramètres Stark sont connus. Cependant, la perspective à plus court terme reste l'observation des signaux de diffusion Thomson, puisque tout est prêt pour observer ces signaux. Voilà, donc cette thèse a permis la publication de 2 articles, a permis de participer à 8 congrès et a conduit à plusieurs collaborations présentes et futures. Merci. Merci, M. Moller. Vous avez respecté le temps pour entendre le droit d'erreur expérimentale. Et maintenant, on va passer aux questions du jury. Nous allons commencer avec les rapporteurs de cette thèse. J'invite M. Stéphane Pellerin de l'Université d'Orléans. Bonjour. D'abord, je voulais vous féliciter pour le manuscrit. Ça m'a fait vachement peur, beaucoup peur quand je l'ai reçu parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps pour faire. Oui, désolé. Et en fait, ça se lit très bien. Si vous prenez le temps, c'est bien écrit, c'est facile à lire. Et même s'il y a plein de données, énormément de données, c'est assez impressionnant, c'est très agréable. Je vous félicite aussi pour votre exposé, puisque vous avez su sortir des choses de votre manuscrit. C'était pas facile de savoir quoi sortir, et donc vraiment c'était un petit assez pédagogique. Si j'avais pas mis manuscrit avant, j'aurais peut-être eu du mal parce que je suis pas forcément un expert en modèle cohésionnel radiatif, moins vous en tout cas certainement maintenant, mais c'était vraiment très cool. J'avais quelques questions, mais bon, je vous en avais envoyé beaucoup dans le rapport. Il y en a certaines que vous m'avez donné la réponse ici. Peut-être que j'avais mal lu le rapport et que ça a été... Vous l'avez lu rapidement. Oui, voilà. C'est bien, vous êtes gentil. Qui ne veut pas dire mal lu. Donc, il y a quand même quelques petites choses sur le choix de la température maximale de surface que vous avez choisi. Oui. De 2900 K, bon, après vous avez les varier. Mais pourquoi je me demandais pourquoi vous avez choisi 2900 K. Pourquoi 2900? Moi aussi je me suis posé la question quand j'ai rédigé le manuscrit. Mais en fait c'est une température qu'on a estimée en première année de thèse. On a commencé le modèle avec 2900 et c'est vrai que cette température est restée sans vraiment de justification physique. Maintenant ce qu'on peut dire c'est que avec votre question on a refait un peu de bibliographie pour essayer de trouver des infos sur la température de surface durant le pulse et on ne trouve rien. Donc 2900 effectivement c'est sûrement faible, trop faible, mais pourquoi pas. Mais la vraie raison c'est qu'on l'a pris au départ et qu'elle m'a suivi durant ma thèse et j'ai pas réussi à m'en défaire. Donc, il n'y a pas possibilité d'essayer de faire une mesure de cette température de surface pendant le pulse, ça me paraît difficile. Par thermographie ou par en mettant des thermocouples dans la scie. Ça serait intéressant en tout cas. Mais à ma connaissance, ça n'a jamais été fait. Donc je pense que si ça n'a jamais été fait, c'est que... Non mais votre modèle n'avait jamais été fait. Oui. Il faut que je fasse une deuxième thèse, c'est ça que je me dis. Donc oui, ça serait très intéressant. Et,
j'espère avoir le temps et des idées pour essayer de mettre ça au point. Je pense que ça pourra aider beaucoup de monde. Peut-être sur la partie. Moi, il y a une chose qui m'a aussi. Dans vos conclusions, vous dites qu'il faut prendre en compte effectivement le processus de d'ionisation photonique. En général, il faut le prendre en compte puisque ce n'était pas fait auparavant. Seulement, il me semble qu'à un moment, dans votre manuscrit, mais là aussi, vous choisissez une section efficace un peu spéciale, enfin, une des sections efficaces disponibles dans la littérature. Parce que c'est à 10-18 à 10-20. C'est ça, 10-22, je sais plus. Et donc vous en choisissez une pour conclure que c'est important. Ouais. Mais à un moment là vous avez dit que si vous preniez une autre, c'était pas important. Quoi. Donc je vais partir directement sur le manuscrit, comme ça tout le monde pourra participer. Dans la présentation. Oui, dans la présentation, j'ai parlé celle de Gamal aussi, mais les résultats de l'influence de la section efficace sont présentés dans le manuscrit. Oui. Donc je ne sais pas quelle page c'est par contre. Si par exemple on dit... c'est sur le principe, quoi. Pourquoi vous tirez les conclusions en choisissant une valeur plutôt qu'une autre, hein, et après vous dites que finalement si vous avez pris l'autre, les conclusions que vous avez tirées ne seraient pas les mêmes. Quoi. Oui, mais donc, en fait... Qu'est-ce qui justifie le choix de votre valeur? J'ai pas envie de dire que je vais vous donner la même réponse, mais effectivement la première fois, enfin, la bibliographie de début de thèse m'a fait ressortir la publication de Gray Morgan, qui est relativement bien connue, et donc lui dans sa publi dit la section efficace d'ionisation à un photon c'est 10-20, l'ordre de grandeur c'est 10-20. Donc voilà, on est parti avec cette valeur-là. Après forcément on a essayé de critiquer un peu notre étude, et donc on a refait de la bibliographie, et on est tombé sur la valeur de Gray Morgan, donc 10-22, et pendant l'étude avant la rédaction du manuscrit, pendant la critique des résultats, on a essayé de faire varier cette valeur de section efficace entre 10-18 et 10-22 pour voir un peu l'influence du comportement. On voit que effectivement 10-20 c'est peut-être un peu fort, mais 10-22 c'est très certainement trop faible. Donc j'ai essayé la semaine dernière de faire avec 10-21. Les résultats sont exactement les mêmes qu'avec 10-22. Donc bon, peut-être 5-10-21, mais après, donc oui, j'ai pris les valeurs de la littérature, et donc peut-être que Jamel pourra nous aider pour la photoionisation. Donc voilà. La question c'était surtout ça. Pourquoi choisir une valeur et donner les conclusions, et après juste après dire que finalement si j'avais pris une autre valeur, les conclusions n'étaient pas bonnes. Pourquoi? C'était pas les mêmes. C'est notre cas-test en fait. Notre cas-test, on est parti sur des données, on a tiré les conclusions du cas-test, et puis après on a essayé de le critiquer autant que possible. Mais je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de raison d'en choisir une plutôt que l'autre. Si je passe sur la partie expérimentale, donc ça c'est quelque chose qui est agréable ici, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des modélisations, il y a des comparaisons avec l'expérience, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc, bon, c'est pas toujours aisé, mais sur les spectres que vous montrez, c'est l'arrêt isolé, c'est notre transparente 45 GT. Est-ce que vous faites toujours l'hypothèse que le placement est homogène Oui. Et donc, quand vous faites, et votre, c'est 45 le spectre suivant, je suis d'avant. Vous voulez le spectre total en fait? Voilà, ce spectre expérimental, donc c'est l'arrêt isolé, c'est ça? Oui. Donc vous tirez un élargissement dit Stark de cette raie. Oui. Normalement, il me semble que quand on a un élargissement Stark, c'est un profil lorenzien. Et j'ai pas l'impression que c'est une chronorotienne. Pas trop. Est-ce qu'il peut y avoir des effets qui expliquent, je sais pas, d'auto-absorption, ou je sais pas. D'auto-absorption sur ces traits je sais pas, c'est une question que je vous pose. Non, bah, moi non plus. Non, après, c'est vrai que on n'a fait qu'un seul spectre. Enfin, on n'en a pas fait qu'un, mais disons que de nos expériences, on n'a tiré qu'un seul spectre qui a été présenté ici et dans le manuscrit. Donc, peut-être que ces traits sur le spectre qu'on a choisi n'est pas bien élargi comme il faut, comme elle devrait, etc. Est-ce que le déplacement Stark de cette raie est important? Non, parce que... pas dans la théorie, quoi. Le coefficient de... le théorique n'est pas connu. Est-ce que ça peut être un effet de déformation de l'arrêt parce que l'arrêt est déformé, donc ça serait une trace que le placement n'est pas homogène, par exemple? Il est très certainement pas homogène, mais bon, vu
qu'on a pris un modèle 0D, on a essayé de prendre tout homogène comme ça pour pouvoir comparer notre modèle 0D avec une expérience à peu près 0D, si on peut dire. Toujours sur cette histoire de mesure expérimentale, donc vous donnez, alors vous avez expliqué, je crois que vous l'avez dit là, sur pourquoi vous choisissez une épaisseur de plasma de 300. Oui, en fait, je crois que je l'avais pas vu dans le manuscrit. Dans le manuscrit, ça y est peut-être. C'est juste une toute petite phrase en bas de la page 138. Après, vous m'avez des questions, vous allez chercher avant. Non, mais moi aussi, enfin... mais bon, le plasma, c'est c'est quand même le diamètre du spot du fait que la dimension du plasma, autant vous mesurez. Vous n'avez pas fait d'imagerie du plasma, par exemple? Non. Parce que votre système était prêt pour. Oui, aussi bizarre que ça puisse paraître, je suis parti sur les spectres et puis l'imagerie, effectivement, ça aurait été intéressant. Vous êtes à zéro, oui, mais non, c'est vrai que j'ai pas fait d'imagerie. En fait, ce qui nous a intéressé tout au long de cette étude, c'était la phase de création. Donc, en fait, on a fait un modèle 0D parce que la direction privilégiée est l'axe des aides, et donc tout ce qui se passe sur les autres directions peut être négligeable dans un premier temps. Et donc, pour l'expérience, on est parti avec les mêmes hypothèses, sont moins valables forcément, mais pour pouvoir toujours essayer de garder les mêmes choses côté modèle et expérience. Donc effectivement, il n'est pas homogène, l'épaisseur c'est certainement pas 300 microns, mais en première approximation, considérer que c'est la taille du spot, ça me paraissait plutôt cohérent. Sur les... Donc votre modèle, je ne me rappelle plus à quelle pression vous avez travaillé ici. Moi, basse pression, je suis à 2 pascal, un truc comme ça. Je suis inférieur à 10 pascal. Votre modèle peut être appliqué à une pression plus importante, la pression atmosphérique par exemple? Non, parce que j'ai pas d'interaction. Enfin, à haute pression, il faudrait considérer éventuellement une onde de choc, tout ça. Donc, on a vu avec un des membres du laboratoire qui travaille sur les ondes de choc ce qu'on pourrait faire, mais commencer un truc sphérique à ces échelles de temps-là, c'est très dur. Coupler ça avec notre modèle collisionnel radiatif, plus toute la cinétique liée au passage de l'onde de choc du gaz ambiant et l'interaction entre le gaz ambiant et le plasma, ça serait très intéressant, j'aimerais beaucoup, mais il va me falloir un petit peu plus de temps. C'est dommage parce qu'on a fait de la diffusion Thomson avec Cracovie sur un plasma, sur une cible d'aluminium à pression atmosphérique, et on a le signal. Ah ouais? Bon, mais bon, donc on ne peut pas appliquer le modèle. Non, désolé. Pour l'instant. Pour l'instant. Un petit peu de temps. J'avais, peut-être encore une question vous mettez en perspective le fait d'utiliser influence plus réduite. Oui. Ma question, ça va être la même. Pourquoi vous n'avez pas essayé? C'était beaucoup plus long? Non, c'est que, en fait, je vais vous dire la vérité. Encore plus que précédemment, je voulais dire. En fait, les expériences, je les ai faites là, juste avant de... Enfin, on avait l'idée de faire les expériences bien avant, mais on a été un peu bousculé sur la rédaction du manuscrit, bien qu'il ait pris trop de temps à mon goût. Donc il fallait caler la fin du modèle, les expériences pour valider et le début de rédaction. Et donc, au même titre que j'ai pas pensé à faire d'imagerie, je me suis dit, allez, on prend les conditions du modèle, on y va, et puis voilà. Donc ça serait... Il faut multiplier les expériences pour valider nos estimations, pour pouvoir déterminer les incertitudes, etc. Sauf que vous dites que les expériences sont un peu en dehors de votre modèle. Oui. C'est en conclusion. J'ai fait une thèse à Tours au mois de Jean-François Lagrange en décembre. Et dans ces résultats, donc pas, je ne me rappelle plus les pressions qu'il avait, mais il ne travaillait pas sur les signalis. Mais il a montré que un des paramètres qui jouait sur l'émission de plasma, c'était affluence donnée. C'était le choix du rapport entre l'énergie du laser et la surface. Il travaille avec Pascal. C'est quelque chose qui peut apparaître dans votre modèle, parce qu'il n'a pas su l'expliquer. C'est une conclusion qu'ils ont eue. Là, pour l'instant, pas trop, parce que
moi, la taille du diamètre va faire que ma densité de flux va varier et donc tout le comportement du plasma va varier. Je ne vais pas pouvoir étudier et l'influence de l'énergie et l'influence du diamètre d'impact. Je vais étudier tout d'un bloc. Donc pour l'instant, c'est pas faisable, mais c'est une amélioration à apporter au modèle. Enfin, vous restez très longtemps. Oui. C'est une remarque qu'on peut faire de manière générale sur la LIPS, et que la plupart des publications partout définissent les expériences en termes de fluence. C'est un peu étonnant. Quand on se met dans ce domaine-là, on a quand même l'impression que c'est plutôt la densité de flux qui devrait être le paramètre fondamental. Alors effectivement, le paramètre fluence, en fait, c'est un paramètre qui intègre le phénomène sur la durée du pulsaire. On dépose tant de joules par millimètre carré, mais la donnée qui va piloter tout dans le temps, c'est quand même bien la densité de flux. C'est à chaque instant qu'arrive une certaine énergie sur une certaine surface. Donc dans un modèle comme ça, c'est sûr qu'on peut repenser peut-être les choses ou les représenter autrement. La fluence n'est sûrement pas un paramètre suffisant pour dire que l'expérience a été faite. Pour voir. À la même fluence, tu peux avoir des résultats différents parce que tu as envoyé ton flux pendant plus longtemps. Voilà. C'est pour ça que je trouvais ça c'est assez logique. Dans la littérature, il y a une espèce de volonté à tout vouloir caractériser par un seul paramètre, c'est-à-dire on définit l'affluence et tout est caractérisé par l'affluence. Et en fait, ce sera quand même beaucoup plus simple de définir densité de flux et temps de pulse. C'est deux paramètres, c'est pas beaucoup plus, c'est 2 fois plus, mais c'est pas beaucoup plus quand même. Et ça serait pour moi plus judicieux, mais bon. Tenons-nous-en à l'affluence pour l'instant. Toujours sur peut-être une dernière sur les spectres fondamentaux, vous avez vu un certain nombre de raies parasites ou inconnus. Oui. Vous avez, depuis que vous avez rédigé, vous avez trouvé des idées? Désolé. Non, pas du tout. Non, j'ai pas eu le temps de retourner dans ma salle de manip entre-temps, donc non. Sinon, j'aurais fait de l'imagerie après vos questions. Après quoi? Après votre rapport. Non, bah, ça fait pas longtemps que j'en reviens. Je vous félicite, hein, c'est un travail très intéressant, j'ai appris des choses. C'est bien d'apprendre des choses. Merci Stéphane. Bruno Bousquet, le deuxième rapporteur. Merci Monsieur le Président. Bon Vincent, je vais peut-être te tutoyer, si tu me le permets. Si tu veux. Donc, effectivement, moi aussi je te félicite pour le mémoire qui est fort bien rédigé, je l'ai mis dans mon rapport. Par contre, aujourd'hui, là, j'ai été beaucoup plus impressionné par l'oral que par l'écrit. D'accord. Donc, tu as vraiment mis en exergue tout ce qui me manquait à la lecture du mémoire. Et c'est une bonne illustration, ce genre de graphe, puisque tu as rajouté, notamment dans la bande grisée, exactement toutes les informations qu'on n'a pas à la lecture du mémoire. Oui. Donc, bon, tu as été très réactif par rapport à des retours qu'on a pu te faire, et pour ça, félicitations, ça donne quelque chose de très, très impressionnant aujourd'hui. Donc, bravo. Alors, j'ai différentes questions, évidemment. Bon, je ne vais pas revenir en détail sur ce qu'on a échangé voilà, au niveau de la forme et du fond qui a déjà été traité. Ce que je récupère de nouveau aujourd'hui comme information, bon, d'abord tu as fait un effort particulier pour nous commenter le modèle B par rapport au modèle A, parce que c'est vrai qu'à la lecture simplement du mémoire, je suis resté un petit peu sur ma faim, ce modèle B qui finalement ne converge pas numériquement, bon, alors il faut rebricoler, réutiliser le modèle A. Bon, donc là, tu t'en sors très bien sur sa représentation du jour. Finalement, avec tout ce recul, là, et pour aller plus loin, donc à parler de perspective, on va y revenir. Finalement, le modèle B par rapport au modèle A, donc en tenant compte des difficultés numériques, etc., dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu peux en faire de tout ça? Est-ce que le modèle B apporte beaucoup plus? Oui, et puis a un avenir en termes de développement numérique, etc., ou pas, quoi. Il a intérêt, oui.
à marcher sinon. Ça va aller. Non, oui, enfin, moi mon objectif c'est vraiment le modèle B, avoir un seul truc et pas passer par des. Enfin, je vais être méchant avec mon modèle A, mais pas passer par des trucs biaisés comme ça, avec des interpolations faites un peu de manière scabreuse. C'est la question de Stéphane était pourquoi pas avoir choisi un profil plus réel. Moi, c'est pas que je préférais faire une interpolation réinjectée dans le modèle A et garder vraiment le résultat qui va me sauter aux yeux quand le modèle B va marcher, plutôt que d'injecter mon profil plus réel et puis finalement perdre un peu mon ambition vis-à-vis du modèle B. Je préfère avoir la surprise quand tout sera fait, plutôt que essayer de bricoler entre l'interaction laser-surface, en déduire des interpolations qu'on réinjecte dans le modèle A pour étudier le comportement du plasma. J'ai vraiment hâte que ce modèle B fonctionne, tout comme la diffusion Thomson, mais c'est vraiment j'ai hâte de soutenir parce que j'ai hâte de retourner en manip et puis de continuer à me battre avec le modèle. Ok. Alors on peut revenir à la diapo 29 peut-être. Voilà, donc là moi je suis ravi de cette diapo parce que alors là il y a beaucoup plus d'infos que quand on parcourt le manuscrit. Et donc bon, les températures évidemment, mais aussi une discussion alors qui a été somme toute un peu rapide ici aujourd'hui sur effectivement le fondamental et donc finalement la façon de remonter à la composition. Donc à mon avis, tu vas quand même extrêmement vite sur ce sujet-là et je ne suis pas sûr qu'on puisse te suivre sur ce terrain-là du fait d'utiliser un Boltzmann plot pour en déduire une composition de l'échantillon, etc. Oui, je vais peut-être un peu trop vite vers les conclusions et là, ça va un peu vite. Il faut suivre le débit en plus de parole. Je suis désolé si je parle un peu vite. Mais oui, je pense que le graphique de Boltzmann est quand même une bonne illustration du biais qu'on peut introduire en déterminant la composition du matériau par ce type d'outil. Il faut vraiment faire attention à l'aspect des équilibres du plasma, au risque d'avoir des résultats un peu biaisés. Ok, la diapo suivante. Alors là c'est plus un commentaire, mais tu l'as déjà fait toi-même. Toutes les instabilités, etc. Là, donc c'est vrai que, bon, encore une fois, quand on parcourt simplement le mémoire à distance, c'est un peu perturbant de voir qu'il y a de telles instabilités dans le modèle, et puis au bout d'un moment, on se met à douter aussi du coup de qu'est-ce qui se passe sur la courbe qui sature en haut là-bas, à droite, pour les temps longs. Bon, voilà, ça c'est vrai que ça mérite des commentaires, alors que tu as fait oralement. Donc oralement on a tout ce qu'il nous faut, mais par contre il y a quelques insuffisances. Il y a peut-être des détails à Ok, après tu nous as présenté des évolutions en lambda, elles sont où dans le mémoire? Elles ne sont pas dans le mémoire, je les ai fait exprès pour vous, pour aujourd'hui. Très bien, on peut y revenir un peu. D'accord. Comme quoi le modèle A fonctionne très bien, puisque en même temps que la préparation de la soutenance, j'ai réussi à faire tourner 2 codes. Ok, et donc là finalement, quel est le grand résultat par rapport à cette évolution en longueur d'onde, la recommandation, etc. vis-à-vis d'un expérimentateur par exemple? Le grand résultat, moi je vais plutôt vous présenter à partir de ce graphique-là, donc l'influence de chaque processus sur les températures. Et donc le gros résultat pour moi, c'est que même si on a pris une section efficace de photoionisation qui n'est peut-être pas la bonne, mais qui respecte les conditions de la littérature, l'ionisation multiphotonique domine tout le monde dans la phase de création quand on est à basse longueur d'onde. Et c'est un phénomène vraiment qui a été peut-être négligé à tort dans la littérature, à l'heure qu'à basse longueur d'onde, on voit que c'est vraiment le processus qui domine. A l'inverse, à haute longueur d'onde, on voit que la littérature est bien faite, puisque tout le monde parle du Bremsstrahlung, et que là, effectivement, c'est Bremsstrahlung